Bonsoir, guys. Ce soir, je reçois Bertrand Galli. C'est le directeur adjoint du service de recherche de l'Institut Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. On va découvrir ensemble ce qu'ils font et leur impact dans la construction. Principalement, on va parler des chutes en hauteur. Bertrand il va nous plonger dans ses recherches, dont les harnais, les lignes de vie et les gardes de corps. Je vous souhaite une bonne épisode. On se voit bientôt. Ciao, guys. Monsieur Galli, bienvenue au podcast. Enchanté. Enchanté. Super content de vous avoir aujourd'hui. En fait, justement, je trouve que ça va être super intéressant. On va parler justement de l'Institut de la recherche en santé et sécurité au travail. Avant de commencer, en fait, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de te présenter. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton implication? Comment ça que tu travailles pour l'Institut? Donc, est-ce que tu peux nous informer un peu sur ton parcours et qu'est-ce que tu fais présentement? Ouais. Alors, je suis ingénieur en génie civil de formation. J'ai fait mon école d'ingénieur en France, comme vous pouvez l'entendre, à l'école spéciale des travaux publics qui est située à Paris. OK? Je suis arrivé à Montréal en 2007. En fait, il y avait un programme d'échange entre mon école d'ingénieur en France et l'école de technologie supérieure, l'ETS, à Montréal. Donc, je suis venu pour une maîtrise. Pendant ma maîtrise, j'ai travaillé sur la vulnérabilité sismique des ponts. Et puis, après ma maîtrise, j'ai commencé un doctorat, toujours sur de la vulnérabilité sismique, des ponts, mais avec plus, un intérêt pour ce qui se passe au niveau du sol. Donc OK? beaucoup de problématiques, d'interaction sol-structure et plus particulièrement, le vibro-remplacement. Donc c'est des colonnes de ballast qu'on met dans le sol, dans les cas où on a, des sols qui sont liquéfiables. Donc c'est pour renforcer le sol et éviter des problèmes de liquéfaction. OK? Donc j'ai terminé ma thèse en 2013 et depuis 2013, je suis à l'IRSST, donc l'Institut de recherche, Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Je suis rentré là-bas comme, chercheur avec, 2 axes de recherche, je dirais. Un premier qui était, les chutes de hauteur et le deuxième, la sécurité dans les tranchées et excavations, donc ce qui fait le lien avec mes études, de doctorat. OK? Puis dans le fond, présentement, ton implication en ce moment, c'est sur quoi vous travaillez? Est-ce que tu as un titre en particulier ou tu es encore chercheur présentement? Alors, je suis plus chercheur depuis, l'été 2022. En fait, en 2022, je suis passé conseiller au service de la recherche et OK. puis un peu plus tôt cette année, en février 2024, je suis devenu, directeur adjoint du service de la recherche. Donc j'ai arrêté de faire de la recherche moi-même, puis maintenant mon rôle, c'est beaucoup plus, de faire vivre le service de la recherche et d'accompagner mes collègues chercheurs pour, la réalisation des projets de recherche. Donc tout ce qui est, les processus administratifs, ça peut être aussi, le recrutement, de collaborateurs qui vont participer à des projets en particulier, les accompagner dans le développement de projets, regarder comment on arrime ça au niveau du financement, parfois avec des partenariats avec d'autres organismes de financement de la recherche. OK. Puis y a-tu une raison qui t'a fait passer justement vers l'IRSST ou y a-tu, après tes études, pourquoi tu es allé travailler là exactement? Qu'est-ce qui t'a attiré à aller travailler là? Alors, en fait, mon directeur de thèse, Denis Leboeuf, qui était professeur à l'université Laval, il est retraité maintenant, OK. mais lui, il a fait plusieurs projets de recherche avec l'IRSST, dans les années 90 et début des années 2000 et quand je finissais ma thèse, il m'a dit: «Ah, il cherche un ingénieur en génie civil avec une composante, soit chute de hauteur, soit tranchée excavation, puis qui soit capable de faire un petit peu les 2. Et donc c'est comme ça que j'ai eu connaissance de ce poste qui était ouvert et la mission m'a interpellé. J'avais des connaissances, on va dire, plutôt limitées en santé sécurité du travail quand je suis arrivé là, mais j'avais un attrait pour ça quand même et puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce milieu, de la recherche avec Le quotidien des travailleurs sur les chantiers. Est-ce que tu as des exemples présentement? Alors ça peut toucher beaucoup de choses qu'on rencontre sur les chantiers de construction. On est un institut généraliste, je dirais. OK. Donc moi, c'était la partie chute de hauteur, excavation, mais j'ai des collègues qui travaillent sur, l'exposition des travailleurs à la peinture au plomb, donc ça peut arriver sur certains chantiers. J'ai des collègues qui travaillent sur l'exposition, à l'amiante, aux isocyanates qui peuvent être utilisés également sur les chantiers de construction. J'ai des collègues qui travaillent sur les collisions entre les machines mobiles et les travailleurs piétons. Il y a eu OK. plusieurs, cas dernièrement d'accidents sur les chantiers. J'ai des collègues qui travaillent sur l'exposition au bruit, sur, les alarmes de recul. Donc c'est très, très vaste et nos recherches ont souvent une visée plus appliquée. On n'est pas vraiment dans la recherche fondamentale. On essaye beaucoup plus d'avoir,
des résultats de la recherche qu'on va, dans une certaine mesure, pouvoir transformer au milieu de travail. Donc OK, je dis pas que ça va exact. être transférable, dans l'immédiat, mais on essaye quand même d'avoir une visée pratico-pratique et puis on essaye aussi de les vulgariser un petit peu. On a un département de mobilisation qui travaille là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, vous prenez des situations qui arrivent sur les chantiers, Mmh. puis après ça, vous les étudiez. Peux-tu nous expliquer un peu comme le processus de comment que ça se passe, une étude, une recherche? Est-ce que c'est en... là, tantôt, on en parlait, est-ce que c'est en labo? Est-ce que c'est sur les chantiers? Comment que ça fonctionne? Alors généralement, on va partir des statistiques d'accidents qui nous sont fournies par la CNESST Ouais. et à partir de ces statistiques, on va identifier des problématiques de recherche, ça peut être les chutes de hauteur comme je OK. parlais, la Ouais. surdité professionnelle et ensuite on va aller regarder ce qu'il y a dans la littérature scientifique existante. Donc voir un petit peu quels sont les résultats de recherches qui ont déjà été Dans le menés passé. dans le OK. passé et à partir de là, on essaie d'identifier est-ce qu'il y a des manques et s'il y a des manques ou s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment adaptées au contexte du Québec, Ouais. là on va proposer un projet de recherche. Donc les chercheurs vont rédiger une lettre d'intention puis un protocole de recherche qui va détailler toute la méthodologie qui est prévue, le budget, ce qu'on s'attend à avoir comme résultat. C'est jamais une garantie en recherche, mais on a quand même une petite idée de vers quoi on veut aller. Et ensuite, on soumet ça à un concours qui a lieu chaque année. Et lors de ce concours, on classe les projets en fonction de leur pertinence, priorité, et puis ensuite la qualité scientifique. Et les meilleurs sont financés. Et puis ces projets sont pas entièrement faits à l'interne, dans le sens où souvent les équipes de recherche sont composées de chercheurs de l'IRSST et aussi de professeurs de différentes universités. OK, OK. Fait que ça va un petit peu partout au Ouais, Québec, ça là. touche Vous tout le travaillez avec, Québec. ouais, c'est ça. On Vous travaillez travaille avec beaucoup de vraiment monde. avec toutes les universités et puis dans la plupart des projets de recherche, il y a aussi des étudiants à la maîtrise et au doctorat. OK. Donc l'intérêt, c'est aussi de former une relève scientifique et une relève en recherche qui va pouvoir continuer ses travaux, soit en rentrant dans le milieu académique ou alors s'ils rentrent dans un milieu de travail, ben, ils auront une sensibilité peut-être plus forte pour la santé et sécurité du travail. Donc c'est aussi une des missions de l'institut OK. de former de la relève, scientifique et d'ailleurs, on a un programme de bourse, qui s'adresse, aux étudiants de cycle supérieur, qui veulent faire des projets de recherche en santé et sécurité du travail. OK. Puis si on parle, mettons, les dernières recherches qui ont été faites ou les recherches qui s'en viennent ou même les recherches que vous faites présentement qui Mmh. sont plus reliées au milieu de la construction. C'est quoi qui se passe présentement? Alors présentement, on a, différentes recherches qui sont en lien avec le milieu de la construction. Une qui me vient en tête, on a une programmation sur, le bruit impulsionnel. Donc, on parle souvent de l'exposition au bruit en termes de durée sur une longue journée de travail avec un Ouais. niveau, élevé. Mais on s'est rendu compte que les bruits impulsionnels, donc un bruit d'impact, un bruit de cloueuse pneumatique par exemple, ça peut OK. aussi générer des dommages à l'oreille. Donc il y a une programmation de recherche, c'est-à-dire un ensemble de projets qui est là-dessus en ce moment. Puis ça, puis je veux peut-être, mais Mmh. tu sais, même s'il y a des bouchons ou même si on est le coquet ou des trucs comme ça, est-ce que ça, c'est pris en considération ou Oui, c'est vraiment, on étudie vraiment comme le son sur l'oreille découvert ou les comment 2. que ça fonctionne? Les deux? OK. On étudie vraiment l'impact du bruit impulsionnel en tant que tel, mais aussi OK. de qu'est-ce qui se passe quand on a une protection auditive. Il y a aussi un projet de recherche qui est en train de se terminer sur le confort des bouchons d'oreille, parce que OK. Ouais. souvent, ils sont mal portés ou ils sont inconfortables, donc ça incite pas à les Ouais. porter. Il y a aussi un projet de recherche en lien avec, les collisions entre machines mobiles et travailleurs piétons. Donc, on étudie, là-dedans un petit peu tous les dispositifs qui peuvent exister pour, détecter les travailleurs piétons à proximité, soit Ouais. des pépines, des camions, surtout pendant les manœuvres de recul. Donc ça Ouais, peut ouais. être, soit une détection par caméra, soit des tags que portent les travailleurs pour essayer de les identifier quand ils sont dans un angle mort. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, est-ce que, ben, dans le fond, vous devez étudier l'ensemble des enjeux qui, la cause, l'effet, les équipements de sécurité. Tu sais, Mmh. comme, est-ce que vous prenez tout ça en considération? Est-ce que vous faites des mises en contexte, des mises en situation? Vous allez sur les chantiers? Comment que ça fonctionne? Ça dépend des projets. Certains projets vont être, avec une visée très, laboratoire, et donc ça va être, on s'intéresse à un aspect bien précis. D'autres vont être, beaucoup plus multidisciplinaires. Si je fais OK. référence au projet sur le confort des bouchons, Ouais. il y avait une partie en laboratoire où vraiment on étudiait la pression d'un bouchon dans un conduit auditif OK. et il y avait aussi, des ergonomes et des psychologues du travail qui, eux, allaient rencontrer les travailleurs pour, avoir des entrevues avec eux, leur faire passer des questionnaires et savoir, ben, comment tu mets ton bouchon d'oreille, qu'est-ce que ça fait, en termes de confort sur ta journée de travail? Est-ce que c'est pénible? Est-ce que ça gêne certaines tâches de travail? Notamment, est-ce que tu entends moins bien tes Ouais, collègues? exact.
Est-ce que ce tu as genre de mal à choses. la fin de la Ouais. journée, etc.? OK, mais puis quand que vous faites ça, mettons, là, Mmh. on se projette, est-ce que une compagnie qui vend des bouchons, est-ce que elle travaille avec vous? Comment que ça fonctionne? Tu sais, dans le fond, la recherche, au bout de la recherche, qu'est-ce que ça donne, en fait, sur le quotidien des travailleurs? C'est quoi son implication sur les changements qui se passent au niveau de la santé et Mmh. sécurité? Est-ce que vous travaillez avec, mettons, l'ASP qui est. Tu sais, comment que ça fonctionne? Avec qui vous travaillez pour justement changer directement le quotidien de la santé et sécurité sur les chantiers? Alors, on essaye, de travailler de manière paritaire. OK? Donc on fait souvent appel à la fois à des, syndicats et à des organisations patronales pour avoir accès à des terrains et donc voir des problématiques réelles sur les chantiers. Et pour ce qui est de la diffusion de nos résultats de recherche, oui, on travaille avec l'ASP Construction. Plusieurs de mes travaux de recherche, ont été, ensuite valorisés, on dit. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre les résultats plus accessibles pour les milieux de travail sous la forme de fiches qui sont disponibles sur le site de l'ASP Construction gratuitement. OK. Et pour ce qui est des entreprises, nous, on est un organisme privé à but non lucratif. On est financé par la CNESST dans la très très grande majorité de notre financement. Et donc, tous nos travaux de recherche sont accessibles gratuitement sur le site web. Et ça implique que lorsqu'on veut travailler avec une entreprise partenaire, il faut qu'elle soit prête à ce que les résultats des recherches qu'on mène avec elle soient accessibles à tous gratuitement. Donc, c'est ça. Ben, tu sais, ma question, c'était, il n'y Mmh. a pas une entreprise qui offre des systèmes auditifs, mettons des bouchons, Mmh. peut pas nécessairement aller travailler avec vous pour développer un nouveau type de bouchon. C'est pas de cette façon-là qu'on peut voir les recherches qui sont faites. En fait, pas pour développer un produit qui va être commercialisé. Mais par contre, elle pourrait travailler avec nous pour la phase qui précède et donc où on fait Recherche et développement. la recherche et développement. On va OK. rencontrer les travailleurs, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis, c'est sûr que eux, ils vont avoir peut-être un petit avantage par rapport à leurs compétiteurs puisqu'ils auront pris ça un petit peu en amont. OK. Et on en parlera tantôt sans doute, mais Ouais. le projet que j'ai fait sur les harnais de sécurité, on a travaillé avec un manufacturier de harnais pour nous aider à développer les prototypes. On OK. ne sait pas s'ils vont les mettre en marché ou pas, c'est une décision qui leur appartient. Mais les résultats de la recherche, à savoir les points forts et faibles de chaque modèle de harnais ou qu'est-ce qui pourrait les rendre plus confortables, ça, c'est accessible à tous. OK. Donc là, admettons, si on revient sur les recherches que vous faites Mhm. présentement, quelles sont les grosses recherches sur lesquelles tu as travaillé là, pas grand temps, puis sur les recherches que tu travailles présentement? Alors présentement, je travaille plus sur aucune recherche. Tous mes projets sont terminés. OK? Ça s'est terminé fin 2023, là, les dernières étapes. OK? Et dans les projets de recherche qu'on pourrait aborder, dans un premier temps, peut-être les projets en lien avec la protection contre les chutes de hauteur. Certainement. Puis il y aurait comme 3 projets qui me viennent en tête, notamment celui sur le confort des harnais que j'ai mentionné brièvement, OK? un sur la résistance des garde-corps et puis un autre sur les cordes d'assurance horizontales et puis, les ancrages pour couvreurs. OK. Puis c'est ça qu'on disait, c'est que là, dans le fond, cette recherche-là, puis pour se donner une vision de ça, c'est des recherches qui durent combien de temps, mettons? Alors les projets les plus courts, c'est entre en fait, ça dépend. La phase de réalisation de la recherche, Ouais. c'est de 12 à 36 mois ou 48 mois suivant les Puis la projets. préparation Mais avant il y a tout la ça et préparation tout. avant, puis il y a la publication après, qui peut OK. prendre du temps parce que, certains articles scientifiques, ça peut prendre plusieurs mois pour les publier. Donc je dirais, passer partout, il faut compter un minimum de 2 ans jusqu'à 6 ans, 7 ans parfois. Fait que, tu sais, la recherche a été. Puis là, dans le fond, moi, mon objectif de savoir, c'est, mettons, pourquoi vous avez focusé sur cette recherche-là. Est-ce que c'est en relation avec les données de santé-sécurité sur les chantiers dans les dernières années? Tu sais, comme, de où vient l'idée de focuser sur tel type de problème ou tel type de difficulté sur les chantiers au niveau de la santé-sécurité? Souvent, on va s'appuyer sur les données, statistiques de la OK? CNESST en termes de lésions et de maladies professionnelles. Et par exemple, sur le confort des harnais, chaque fois qu'il y a un accident très grave et dans tout le cas des accidents mortels, la CNESST fait un rapport d'enquête et on va lire les rapports d'enquête au fur et à mesure, puis on va essayer de voir est-ce qu'il y a des éléments, qui nous interpellent. Dans le cas des harnais, par exemple, moi j'avais lu pas mal de rapports d'accidents où il était mentionné que le travailleur ne portait pas son harnais, OK. mais il avait accès à un harnais. Donc là, dans le fond, C'est vous, pourquoi il le porte pas. pourquoi il le porte pas? OK, fait que c'est ça. Fait qu'il y a, il y a eu une situation, Mmh. donc vous avez accès au rapport de la CNSST Ouais. qui fait en sorte que là, il y a un déclic qui fait OK, mais il y a quelque chose qui est pas normal dans cette Mmh. situation-là. Donc là, vous dites OK, ben là, je pense que ça vaut la peine de lancer une recherche sur, sur ce sujet-là, en fait. Ouais. OK. Puis, donc là, on parlait justement des chutes en hauteur.
Ouais. Donc là, dans le fond, vous avez vu justement un rapport de la CNSST. Vous avez décidé justement de. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette situation-là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un exemple justement de ce rapport-là? C'était quoi la situation? Puis qu'est-ce qui a fait? C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait, hey, il faut travailler là-dessus, ça n'a pas d'allure? En fait, peut-être pour parler plus généralement des chutes de hauteur, OK? c'est souvent une problématique, majeure dans les chantiers de Ouais, construction. Si on parle de effectivement. chiffres un petit peu, au Québec, c'est de l'ordre de 5 000 chutes de hauteur, par année. C'est la deuxième cause d'accident en termes de coûts, hein, donc c'est à peu près, 400 millions de dollars qui sont déboursés chaque année par la CNSST pour couvrir les accidents du travail qui sont liés à des chutes de hauteur. On est souvent dans le top 10 en termes de lésions professionnelles et c'est généralement l'une des 5 premières causes de décès au travail. Si on repense à l'année, 2022, il y a eu 15 morts, c'était la deuxième cause de décès au travail Puis cette ça, on année-là. parle juste construction ou Tous les all milieux over the confondus. place? OK. Mais on s'entend que dans la construction, c'est quand même Ouais, un milieu où il y a plus de chutes de beaucoup de hauteur chutes en hauteur. que dans d'autres. Et puis surtout, la construction, par nature, c'est un milieu qui évolue beaucoup puisque le chantier, il Mhm. change à tous les jours. Alors que quand on est dans un milieu industriel, dans une usine, s'il faut avoir un accès en hauteur, comme l'accès, il est là pour rester 20 ans, 30 ans Exact. ou plus, ben, on peut prendre le temps de regarder comment est-ce qu'on va faire ça de manière sécuritaire. Préparer le terrain, Exactement. s'assurer qu'il n'y a rien. Parce que dans le fond, à chaque fois que la personne va Mhm. monter en haut, ça va tout le temps être la même procédure, le même environnement. Comment Ouais, tu mets sur un chantier de construction, justement, ça change tout le temps. Oups, un exactement. garde-corps là, oups, il faut que je monte là, il faut que je m'attache là. Fait que c'est Mhm. ça, il y a tout le temps des situations qui sont différentes. Ouais. Donc, je te laisse aller sur les chiffres. Donc c'est ça. Puis en termes de coût, bon, j'avais parlé du coût global, Ouais. mais c'est aussi pour les personnes qui subissent ce type d'accident, c'est un arrêt de travail en moyenne de 142 jours. Donc c'est très long, Quasiment une moitié d'année, puis hein. c'est ça, c'est une moitié d'année, puis il peut y avoir des séquelles après avec, une incapacité au travail, temporaire, parfois permanente ou des limitations. Donc c'est quand même une problématique très grave. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est un gros problème. Donc, il y a quelque chose, pas nécessairement d'intéressant, mais il y a un gros point d'interrogation à Ouais, ce niveau-là. Puis, s'il n'y a pas de recherche qui se fait, en fait, il n'y a pas de solution qui mène à essayer de limiter le plus possible exactement. les chutes en hauteur. Donc, fait que Mmh. c'est ça. Fait que là, dans le fond, avec tous ces chiffres-là, avec les rapports, vous vous Mmh. dites, bon, ben, il y a quelque chose à faire là. Il faut trouver une solution. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, la recherche, parce que j'essaie encore de déterminer, tu sais, comme la recherche se précise où? C'est quoi exactement que vous faites? Fait que là, dans le fond, c'est quoi la cause, puis pourquoi qu'on a ces chiffres-là, puis comment qu'on peut améliorer ça, en fait. Mmh. C'est ça la recherche. C'est un peu ça. Puis, hem, en fait, la problématique particulière, que ce soit les harnais, les garde-corps Mhm. ou les cordes d'assurance horizontale, parfois, c'est des systèmes qui vont ensemble. Une corde d'assurance horizontale, tu as besoin nécessairement d'un harnais pour pouvoir l'utiliser, mais on ne peut pas tout étudier à la fois. Donc on réduit un petit peu le champ pour aller s'orienter vers, un sujet, à la fois, un sujet bien précis pour, qu'on puisse faire de la recherche Donc, là-dessus. est-ce que ça crée comme différentes recherches? Oui, c'est C'est ça, différents exact. différents projets avec OK. différents rapports et différents, outils de vulgarisation derrière. Fait que là, dans le fond, vous focussez sur les chutes à hauteur, mais les chutes à hauteur, justement, ça inclut plusieurs sous-projets ou comment que ça fonctionne? Oui, c'est plusieurs projets différents. OK. Moi, à l'IRSST, j'ai fait, ça un projet sur les cordes d'assurance horizontale où l'objet, c'était de développer une méthode de dimensionnement simplifié. Donc ça, c'est à destination des ingénieurs qui vont concevoir le système. Puis ça, est-ce que c'est des. Tu sais, mettons, c'est une ligne de vie, en fait? Oui, c'est OK, une ligne de c'est vie. ça. OK. Une ligne Mais de vie. oui, mais en anglais, HLL, Horizontal Lifeline, donc corde d'assurance horizontale, la traduction, Je voulais juste être sûr que j'avais la bonne vision dans ma ouais, tête, que je voyais la bonne chose, là. c'est ça. Donc mais oui, une ligne de vie, Ouais, où on se raccorde soit avec un enrouleur-dérouleur, soit avec exact. une longe, puis un harnais. OK, puis est-ce que tu veux parler de chacun de ces sous-projets-là? Ouais, ça va être sans doute le plus OK. simple pour y aller Tu un à la veux-tu fois. commencer justement par la ligne de vie? Oui, on pourrait commencer par la ligne de vie. Je vais juste sortir mes notes. Pas de stress. Puis, tu sais, comme, parce que moi, dans le fond, la ligne de vie, la recherche, le besoin ou le défi avec la ligne de vie, c'est quoi, en fait? Il y a plusieurs défis, il y a un défi au niveau de la conception Puis de l'installation, je et de l'installation. OK. Et donc, on a fait 2 projets là-dessus. Un OK. premier qui était plus sur la partie conception, parce que,
Le dimensionnement des ancrages pour une ligne de vie est pas si simple, notamment parce que c'est pas facile d'identifier, de calculer quelles vont être les forces lors de l'arrêt de chute. OK. Donc, on a développé une méthode simplifiée et aussi un mini site web qui permet aux ingénieurs de faire un dimensionnement rapide et sécuritaire de ces lignes de vie. OK. Donc, on a développé la méthode théorique et Bon. on a fait des essais en laboratoire pour valider que notre méthode théorique fonctionnait bien. Puis pour tous qui nous écoutent, on va donner tous ces liens-là là, à la fin de l'épisode. Super. Donc, on a fait ce premier projet sur la méthode de conception. Ouais. Ça a donné la retombée pratique, c'est ça, c'est l'outil web qui permet de faire le calcul de ces lignes de vie, qui s'appelle SCAH. Et puis, c'est visité à peu près 3000 à 4000 fois par an. Par Donc, an? ouais, Quand même. il est disponible en français et en anglais, donc il n'y a pas que des gens du Québec qui l'utilisent, il y a aussi des gens OK. ailleurs au Ça a Canada. été. C'est un produit québécois ou Oui, c'est un c'est site? nous qui Ah, l'avons ouais? fait. OK, c'est vous qui l'avez C'est fait. OK. directement issu du rapport de Du recherche. rapport? OK. Mhm. Cool. Et puis, l'autre enjeu, c'est l'installation de la ligne de vie. Ouais. Et notamment, il y a une question qui a été soulevée par la SP Construction parce qu'il OK. disait, ben, on a, une des entreprises, avec qui on travaille, ils sont très sensibles, à la santé et sécurité du travail, ils sont très proactifs dans ce domaine. Ils ont développé, une méthode pour installer une ligne de vie, au sommet d'une toiture pendant la construction d'une maison. Et donc, OK. ils ont dit: «Ben, on aimerait bien s'assurer que, ça fonctionne bien, puis si c'est le cas, qu'on diffuse les plans et cetera, que ce soit accessible à tous». Et un des enjeux qu'il y avait, c'était notamment le poids. Donc l'idée, c'est que en fait, on va installer, un poteau en HSS, donc les sections d'acier, creuses, OK. rectangulaires. Donc on en met une à chaque extrémité de la toiture, puis on tend un câble entre les 2. Ça, c'est le principe général, OK, donc l'installation est faite en montant en montant la en structure. montant la Et structure. c'est tout OK. l'intérêt parce que ça permet de protéger les travailleurs Exact. pendant la phase de Pendant c'est ça. Puis avant, qu'est-ce qu'on voyait la plupart du temps? C'est que la ligne de vie est installée après que la structure soit montée ou c'est Je quoi pense le. qu'ils installaient pas de ligne de vie OK, il y avant, avait juste pas de ligne de vie. soit il y avait rien, soit des connecteurs d'ancrage, ponctuels, mais OK. l'enjeu, c'est qu'avec ça, on peut pas se déplacer, ben loin de Ouais, l'ancrage, donc facilement. c'est problématique. OK. Et donc l'ASP, a contacté l'IRSST pour ça et ils ont dit, ben, un des enjeux aussi, c'est que le système est pas mal, pesant. Donc, il y a eu un premier tour de roue qui a été fait, par les étudiants à l'École polytechnique de Montréal. Donc eux, ils ont pris, le système initial et ils l'ont, allégé pas mal. Donc ils sont passés, à des poteaux en aluminium à la place, un système de fixation à la structure d'accueil qui était aussi, simplifié pour qu'il y ait moins de pièces. Donc tout OK. ça pour faciliter à la fois L'installation. l'installation, mais aussi la manutention. Parce que OK, si ouais. on est pour se blesser en installant, le système, c'est pas C'est mieux. sûr que c'est pas le best. Et puis la grosse question, c'était, l'ASP avait fait des essais avec l'entreprise en question, une fois que la toiture était finie, puis, ça bougeait pas, ça tenait très bien, donc on OK. n'avait pas d'inquiétude là-dessus. Mais la question qui restait, c'était: est-ce que la structure de toit est capable de reprendre ses efforts lors d'un arrêt de chute, alors qu'elle est pas complètement finie? Donc Donc, est-ce qu'il est typiquement, capable de résister ouais, au poids de la chute vu c'est que ça, la structure est comme pas finie, en fait? c'est ça, Fait que c'est comme si on installait une ligne de vie sur une structure qui est à moitié finie, qui est exactement. pas ultra solide, que tu fais comme, ben là, Ça tient ou ça tu sais, tient pas? ça tient ou ça tient pas. Et donc pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, au laboratoire de génie civil de l'École polytechnique de Montréal. OK. On a travaillé avec l'entreprise en question et donc eux, ils sont venus construire une structure de maison en bois pleine grandeur, donc 12 pieds par 24 pieds sur 16 pieds de haut. C'est un bon labo, ça? Ouais, c'est quand même un beau labo. Et donc ils ont construit comme d'habitude avec le même OK. type de contreventement qu'ils utilisent habituellement pour les toitures, hein. Donc il y a la QFSB puis Secobois qui ont des contreventements qui sont recommandés, mais on sait que dans les milieux de travail, ils sont pas forcément utilisés parce que c'est OK. beaucoup, beaucoup de contreventements, donc ça prend du temps, ça coûte cher, en tout cas, il y a plein de défauts. Bon. Donc ils ont mis leur contreventement, «maison» entre guillemets, ceux qu'ils utilisent habituellement. On a installé le système, puis là on a fait des essais de chute. Puis, vu qu'on est sur le sujet, Mmh. tu sais, comme pour s'imaginer comment que le test de chute se passe, Ouais, comment que ça se passe. Mettons, la structure est montée, on est dans le ouais. labo, la ligne de vie est en haut. Tu sais, là, peut-être stupide comme question, mais y a quelqu'un qui se met un harnais puis qui s'attache à la ligne de vie puis qui se pitche en bas, là, tu sais, comment que ça fonctionne dans le labo? Comment qu'on fait ces Ben, on recherches-là? a essayé, mais il y avait pas assez de stagiaires volontaires. On en a passé une coupe, puis là, on n'avait plus, fait qu'on a changé d'idée. Mais non, mais pour vrai, comme c'est bizarre de se demander ça, mais comment qu'on teste une chute pour avoir le. Tu sais, on met-tu une grosse roche dans l'harnais, puis on Mmh. pitche la roche en bas, tu sais, comment que ça C'est fonctionne? presque ça. Puis, la question est très bonne en fait et on fait 2 types d'arrêt de chute. OK. Un arrêt de chute qu'on appelle, de performance, c'est-à-dire qu'on essaye de reproduire la performance réelle du système. Donc ce qu'on utilise, c'est un torse en bois
qui a un poids de 100 kilos, qui OK. est normalisé. Donc, dans toutes les normes canadiennes, américaines, on a ce torse en bois qui sert à tester les C'est la harnais moyenne, normalement. mettons? C'est ça. OK. Ensuite, on met un vrai harnais dessus, un vrai cordon d'assujettissement, une longe avec absorbeur d'énergie. Puis on connecte ça à la ligne de vie, puis on fait une chute de 1,2 mètre, une chute libre. OK. Donc, c'est Et quasiment 6 pieds quelque chose, c'est quasiment 4 pieds. 8? 4 4 pieds. pieds? Ouais. Et donc, on fait un arrêt de chute réel avec ça, puis on mesure les forces dans le système. Puis on regarde si ça résiste. Donc là, l'arnais, il s'ouvre, là. La longe se La déploie, ouais. longe se déploie. Ouais. OK. Donc ça limite les efforts. Donc ça, c'est performance, c'est-à-dire on représente le cas normal d'utilisation quand un travailleur chute dans son harnais. On en fait 3 comme ça pour prendre une moyenne, pour être sûr qu'il n'y a pas un outsider dans le Uh-huh. tas. Et ensuite, on fait 3 autres essais qui sont des essais de résistance. Donc là, on prend une masse en acier de 100 kg aussi OK. et on utilise non pas une longe avec un absorbeur d'énergie, mais on utilise, c'est une longe d'essai qui est normalisée aussi, qui fait 4 pieds de long et on fait une chute libre de 4 pieds, puis il y a pas d'absorbeur d'énergie. Donc ça permet on multiplie par 2,5 à peu près, la force dans cette longe-là pour l'arrêt de chute et donc des efforts beaucoup plus grands dans le système. OK. Donc là, dans le fond, on fait ces tests-là, vous prenez les données, par la Ouais. suite. Mais là, by the way, parce que là, on a passé un petit peu vite, mais tu sais, vous avez travaillé avec une entreprise Ouais, qui, eux, avait développé une c'est façon ça. d'installer une ligne de vie. Avant de passer au prochain step de la recherche, de où sortait-il? Comment ça, ils ont réfléchi à ça? Est-ce que tu les connais? Sais-tu un peu l'histoire de où que ça vient, c'est tout ça? Ou? Alors je les connais pas très bien parce qu'on a juste collaboré dans le OK. projet de recherche. D'où ça vient, c'est qu'ils cherchaient un moyen de protéger efficacement leurs travailleurs lorsqu'ils faisaient de la construction de maisons, notamment pour l'installation des fermes de toiture, OK. et de la toiture dans son ensemble. Et c'est, lorsqu'un quelqu'un de la SP Construction est passé, il a dit: «Ah beh, c'est super malin comme système, on devrait le diffuser». Puis ils ont dit: «Ah mais on a quand même des soucis avec, et cetera». Et donc c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à nous. Tout s'est Ouais. mélangé. OK. Donc là, dans le fond, vous récoltez les données. Après ça, tu sais, où qu'on s'en va avec ça? On prend les données, on étudie tout ça. Puis là, est-ce qu'on revise la structure? Est-ce que là, il y a des ingénieurs d'impliqués? Comment que ça fonctionne, la suite des choses? Parce que là, dans le fond, vous avez fait les tests. Fait que là, Mmh. après un test, on récolte les données, on étudie les données. Mais là, quand on a étudié les données, on peut voir un peu il est où le problème. Puis par la suite, où qu'on s'en va? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier test qu'on a fait, avec, le test de performance, donc avec notre torse en bois et le harnais, OK. il y a des fermes de toiture qui sont un peu repliées vers Fait que c'est ça. l'intérieur. Fait que Donc on en a conclu que le contreventement était peut-être un petit peu léger. OK. Donc on a dit à l'entrepreneur de changer le contreventement, de le renforcer, puis on a suggéré des idées, notamment de la continuité, d'un bout à l'autre de la structure qui n'était pas assurée au départ. Et après, on a refait les essais, puis là, ça a fonctionné. Donc, en fait, il y a une partie d'analyse, je dirais très à haut niveau, là, sans rentrer dans le détail des données, qu'on a fait immédiatement en Ouais. disant ça marche pas, il faut qu'on change quelque chose. Puis ensuite, on a fait nos essais, tout a fonctionné. Puis donc là, on a l'analyse fine des données. OK. Et basé là-dessus, après, on a finalisé les plans du système. Et puis, on les a rendus disponibles avec notre rapport de recherche. OK, c'est ça, parce que là, dans le fond, vous mettez le rapport Mhm. en ligne ou Ouais, vice-versa pour n'importe qui veut exactement. s'intéresser à ça. OK, mais en fait, est-ce que c- est-ce que ces est-ce que ces recherches-là, est-ce que ces données-là, de votre part, est-ce que peuvent faire changer la façon que la santé et sécurité directement sur les chantiers est gérée ou tu comprends un peu ma question? Tu sais, parce que là, dans le fond, tu sais, c'est bien beau, on a fait une recherche, Mhm. on a pris des données, on a étudié tout ça, mais si toutes ces données-là sont pas prises et mises en action par la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que, tu sais, là, si vous avez fait une recherche, puis on a eu des données, puis on a été capable de comprendre que finalement, c'était peut-être pas la meilleure chose. Mhm. Moi, dans ma tête, c'est comme, OK, mais ça devrait tout de suite s'en aller sur le chantier, puis hey, là, il faut changer tout ça. Est-ce Ouais. que c'est comme ça que ça se passe? Bah, nous, on n'a pas de lien direct avec les chantiers, mais dans ce cas précis, ce qu'on a fait, c'est que en partenariat avec l'ASP Construction, on a produit une fiche. OK. Et cette fiche détaille notamment le type de contreventement à utiliser pour que ça tienne et comment installer ce système. Et il y a tous les plans qui sont fournis. Donc, un entrepreneur qui serait intéressé par ce type de système, qui a eu la fiche de l'ASP Construction, pourra aller Peut voir les sa shop pour faire de comme, l'acier et de hey, l'aluminium. Et ouais, il y construisez-moi a ça. quelqu'un qui a fait une recherche, qui a pris le temps Voilà. d'étudier tout ça. On devrait peut-être mettre ça en application. Mhm. OK. Fait que là, dans le fond, on parlait des lignes
rapport de recherche où c'était marqué que des travailleurs, avaient fait une chute mortelle. Ils portaient pas leur harnais, mais le harnais était disponible. C'est-à-dire que, il y a eu un enjeu de pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis le harnais? Donc, Et je veux pas mmh, t'interrompre, mais tu sais, donc dans le fond, l'enjeu, donc tu sais, dans le passé, on a su qu'il ça serait peut-être intelligent de mettre des harnais quand tu es en hauteur. ouais. Donc là, c'est même pas sur est-ce que le harnais, est-ce que c'est des bons harnais, est-ce que les harnais font la job. L'étude a été vraiment sur pourquoi que la personne n'a pas Ouais. mis le harnais. OK. C'est ça. Et une partie de la réponse qu'on a pu trouver, qui venait de la littérature scientifique, c'est notamment, il y a plusieurs études qui ont été menées, puis les travailleurs disaient: «Bah, mais le harnais, il est pas confortable, il me gêne dans mes mouvements, il me tient trop chaud». Donc c'est des choses qu'on a voulu regarder de plus près et donc on a parti, une étude là-dessus pour, essayer d'évaluer un petit peu en laboratoire le confort des harnais de sécurité. C'est encombrant, il y a la longe qu'il faut tout le temps que tu traînes, tout Ouais. dépendamment du métier. Mmh. Il y en a qui ont des gros pouches, Oui. il y en a qui ont beaucoup de stock à monter, il y en a qui sont dans des harnais. Fait que, tu sais, cette recherche-là peut être tellement large, ça peut tellement être mille et une situations. Comment vous avez fait ça? Alors nous, on a commencé par, une phase de laboratoire et on y est allé avec des harnais relativement de base, je dirais. Donc, des harnais de classe A, le harnais pour l'arrêt de chute avec, des mouvements qui sont faits en laboratoire. On avait 60 participants, on a eu 2 phases. On a eu, 1 phase avec 60 participants, 30 hommes, 30 femmes, OK, quand même. subdivisés en 3 groupes de somatotypes. Donc, 10, ectomorphes, c'est-à-dire grands maigres, en gros, 10 OK. mésomorphes, les moyens et puis 10 endomorphes, c'est plutôt, petits, bedonnants. L'idée, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes ou entre les somatotypes ou éventuellement est-ce qu'il y a, même, une différence entre, je sais pas, un ectomorphe homme et puis, une, mésomorphe femme. Enfin, Et donc on avait ce groupe de participants, on leur a fait faire des mouvements de base avec 4 types de harnais différents en laboratoire. c'était quoi les mouvements de base, juste pour. Alors, les mouvements de base, c'est des mouvements qu'on a observés sur des chantiers de construction, en fait. OK. Donc, travailler avec les mains au-dessus de la tête, donc ils allaient OK. chercher un point au-dessus de la tête. Ensuite, c'était, se pencher sur le côté, donc avec, une inclinaison de 30°, faire une rotation du buste, et puis ensuite des mouvements combinés, donc avec un genou au sol, un genou à 90°, puis on tourne le buste. Mais ça, est-ce qu'on. Attaché? Non, juste le harnais. Juste l'harnais, pas la Non, longe. On on parle pas n'étudie de pas longe, l'effet de la là. longe. OK, c'est On ça, c'est commence vraiment juste de là. base, juste le harnais. Excuse-moi, c'est moi qui vais aller trop vite. Je te laisse aller. Tout ensemble, ce sera, dans un projet de recherche futur, j'espère. OK, bon, ça peut être intéressant. On lève la main, tout le monde. Ouais. Par le harnais pour les épaules, pour le buste et puis pour la région pelvienne. OK. Ensuite, on a fait des mesures avec des tapis de pression aussi qu'on venait mettre entre le corps des participants et les sangles du harnais pour mesurer la pression réelle que les sangles appliquaient pour chaque mouvement. Comme épaule ou dos ou un peu Heu, partout? 4 tapis, 2 aux épaules, 2 dans la région pelvienne. OK. Puis, Ouais, c'est les où qu'il y a le poids puis où que c'est exactement. fatigant, en fait. Ouais. Voilà, exactement. Et donc ils ont comparé 4 harnais différents pour ça et ensuite avec chacun des participants, on a fait aussi une phase de suspension de 10 minutes dans chacun des 4 harnais. Ouh, ça, c'est intense, hein? Donc suspension immobile, ce qu'on étudiait, c'était en fait, est-ce qu'il y a certains types de harnais qui sont plus dangereux pour ce qu'on appelle le traumatisme de suspension? Mais suspension, on parle du monde complètement dans le vide suspendu Oui, ou? par leur, OK. dans leur Donc harnais. donc s'il y a une chute, vous mesurez un peu la. On mesure pas l'arrêt de chute, on mesure ce qui se passe dans le corps après l'arrêt de chute. Quand quelqu'un qui est dans le vide Exactement. après une chute, c'est ça? Ouais, Fait que le confort de quand tu es dans les airs puis ouais. t'es pogné dans ton nez. OK. Le confort, c'était un grand mot. Ben, exact, là, c'est un grand mot, mais je veux dire, justement, est-ce que ça limite le sang dans les jambes ou C'est etc.? exactement ça. OK. Donc le traumatisme de suspension, le mécanisme en gros, c'est justement comme tu disais avec les sangles qui passent sur les artères fémorales. Mmh. Tu as une limitation de l'afflux sanguin, donc pour combattre ça, le cœur se met à battre, plus vite, mais le sang arrive quand même pas à trop descendre dans les jambes, donc il s'appauvrit en oxygène et puis, si tu restes trop longtemps comme ça, tu peux, perdre Perte connaissance. connaissance. Puis, si la personne, elle était, debout sur ses pieds, elle perd connaissance, bah, elle va tomber, donc elle est à l'horizontale. Donc l'afflux sanguin va revenir au cerveau. Sauf que quand on est en suspension dans un harnais, si on perd connaissance, ben, on reste vertical parce qu'on est Mmh. toujours suspendu par le dos. Donc ça peut mener à la mort, en dedans de quelques dizaines de minutes. Mais c'est ça, mais c'est-tu prouvé que c'est 10 minutes?
Alors avant de... nous, on a fait 10 minutes parce que une étude aux États-Unis qui avait été faite avec, des sujets humains mentionnait que pour 95 des gens, 10 minutes, c'est pas un problème. OK. Puis nous, on avait beaucoup de règles de sécurité pour faire cette partie-là. Donc on mesurait, en continu le rythme cardiaque, la pression artérielle, l'oxygénation cérébrale, l'oxygénation des mollets, l'oxygénation de l'avant-bras, et puis on parlait, de manière permanente OK. avec Fait les que vous aviez participants. des règles de Ouais, sécurité dans des tests de dès sécurité. ben, c'est exactement ça, là. Mais On n'a pas en le choix, gros, là, mais je veux dire, c'est quand même dès ironique. que le rythme cardiaque augmentait au-delà d'une Ouais. certaine limite, c'était arrêté. Si la pression descendait en dessous d'une certaine valeur, c'était arrêté. Si l'oxygénation cérébrale descendait en dessous d'une certaine valeur, on arrêtait aussi. OK. Donc, mouvement, après ça, Suspension. suspension. Et donc 159, c'est-à-dire qu'on a le droit de les utiliser sur les Testé à chevaux. chaque année. Tester, non, on fait pas les tests à chaque année. Non, ouais. Mais donc on avait 2 modèles en H, c'est le harnais, vraiment, le plus commun. En H parce que, bah, tu as les 2 sangles qui passent sur les épaules, puis tu en as une au milieu Le comme ça, donc milieu. ça fait la lettre H. Ouais. Alors ça, c'est un type de harnais, ce qu'on a vu dans nos tests, bah, c'est le plus cheap, il est très répandu et très facile à enfiler, donc ça, c'est un avantage. C'est-tu celui qui s'attache ou que faut Ouais, que tu mettes tes pieds dedans? celui qui s'attache. Celui qui s'attache. Donc c'est facile à enfiler, Mhm. c'est plutôt pratique. Par contre, c'était le moins confortable pour les mouvements et de loin le moins confortable pour la suspension. Ça doit. Ouais. Ensuite, on en avait 2 différents. La différence entre ces 2 modèles, c'était qu'il y en avait un, tu as une petite sangle qui passe sous les fesses, on appelle ça la soupe pelvienne et dans un cas, on avait une soupe pelvienne de 6 pouces de long, puis dans l'autre cas, en fait, il y avait pas vraiment de soupe pelvienne, c'était les 2 sangles de cuisse qui se rejoignaient au centre. Puis on OK. regardait ce que ça faisait une différence, puis oui, en suspension, c'est mieux d'avoir une petite sangle soupe pelvienne de 6 pouces, c'est tu t'offres mieux dedans. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a clairement des harnais Qui sont meilleurs que qui sont d'autres, meilleurs que d'autres, là, en fait. c'est ça. Donc, prendre ça en considération que oui, les harnais, c'est fatigant, enlève, on remet, mais des fois, c'est peut-être mieux Ça peut d'être sauver la vie, ouais. peut-être plus de chances de survie ou de sortir indemne d'une chute. Donc, ouais. C'est ça. Puis 2 autres types de harnais qu'on a testés, un harnais en X, donc ceux En avec des X. sangles qui se croisent, devant. OK. Assez fatigant à enfiler, pas mal pour les mouvements, il y a plus de mobilité, notamment quand on fait des torsions. Le défaut, c'est qu'en suspension, ça a tendance à avoir Glisser. les sangles, bah, on glisse un petit peu dedans, puis les sangles viennent appuyer sur, Appuyer la sur le cou. carotide. Ouais. Donc c'est inconfortable et puis ça fait diminuer aussi l'oxygénation du cerveau. Donc nous, OK. on a arrêté à 10 minutes, mais si ça durait plus longtemps, je pense que ça pourrait être pire. Fallait pas continuer. C'est ça. Et puis le dernier, c'est le harnais, en Y. Donc ça, c'est un harnais qui est équipé d'une ceinture abdominale. Puis il y a une petite sangle qui monte, au niveau du nombril, puis après ça part en Y. Donc OK. c'est des harnais qui sont souvent beaucoup plus chers, beaucoup de padding. C'est plutôt utilisé par des monteurs de ligne. Hem et ça, c'est le plus confortable pour la liberté de mouvement. En suspension, c'est vraiment le mieux aussi. Par contre, ils ont un défaut, c'est que, pour travailler avec les mains au-dessus de la tête toute la journée, c'est fatigant. Parce que le poids, il te pèse en haut ou Parce que ça pourquoi? tire sur la ceinture, je pense qu'il y a une interaction et donc OK. ça fait forcer plus, on le voyait, dans le cas des mouvements, on a aussi utilisé ce qu'on appelle de l'électromyographie. Donc c'est des électrodes qu'on place à la surface de la peau et qui mesurent l'activité musculaire et on OK. comparait, l'effort produit par les participants avec et sans harnais, donc pour chacun des harnais. Puis on a vu qu'effectivement pour, travailler avec les mains au-dessus de la tête, bah, c'est ce type de harnais, ça demande un effort plus grand, puis les gens le notaient aussi dans leur questionnaire, sur la jambe. Mais tu sais, oui, on peut dire, OK, il y a des harnais qui sont mieux que d'autres, mais dans le fond, ça a rapport un peu à l'activité, C'est ça. le métier. C'est sûr et certain qu'en cas de chute, il y en a sûrement un en particulier que tu aimerais Mmh. mieux avoir que d'autres, mais au niveau des mouvements, puis de la suspension ou d'autres, il y en a un qui est meilleur que l'autre, en fait. Oui, c'est ça. Il y a pas vraiment de harnais qui soit complètement parfait. Le Ouais. harnais Y, globalement, il est un peu mieux que les autres, là. On s'entend que c'est pas le top du confort non plus. Mais, disons que c'est ça, pour quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mains au-dessus de la tête, il voudra pas ça, là. OK. Puis il y a aussi une question de coût, c'est certain qu'il est mieux, mais il coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc à un moment, c'est aussi, si je porte mon harnais, je sais pas, une fois par semaine pendant une demi heure, je vais peut-être pas mettre le gros prix. Je
OK. Au niveau des harnais, donc là, justement, on teste justement ces 3 types de tests-là. Ouais. Par la suite, où qu'on s'en va avec cette recherche-là? Ensuite, on a eu la deuxième phase. Donc, on OK. a pris 36 participants, 18 hommes, 18 femmes, subdivisés en 3 groupes, donc comme la phase 1. Et donc là, on a fait intervenir un fabricant de harnais situé au Canada. Et lui nous a aidé à développer 2 prototypes. Donc en fait, nous, OK. avec les résultats qu'on avait commencé à analyser de la phase 1, on a dit: «Ah bah tiens, ça marche plutôt bien, ça marche moins bien». Fait que vous avez comme combiné un Voilà, peu les données, plus les modèles que vous avez déjà c'est ça. utilisés, plus les résultats, les commentaires. Puis là, donc là, on a essayé de prototyper quelque chose. On s'est rendu compte que c'est pas si facile. Non, c'est ça. Mais au moins avec Ouais, des ouais, données puis de la recherche, ouais, c'est beaucoup plus facile que de partir de zéro, mettons. c'est sûr. Puis nos premiers essais là, ça marchait pas du tout. Il y avait des choses, Ah on se ouais? disait: «Ah ouais, pour les mouvements, c'est bien». Arrivé en suspension, c'était une horreur. Et donc, en travaillant avec le manufacturier, puis avec quelques allers-retours, on est arrivé à 2 prototypes qui sont très similaires. En fait, c'est un espèce de mix entre le Y et le H. C'est-à-dire que 2 faces, ça ressemble à un harnais en H, mais Ah, dans le dos, il y a, comme une seule sangle qui monte, dans le centre du dos, puis qui ensuite fait un qui Y. split. Ouais. Ah ouais, une dans le milieu du Ouais. dos. Donc, il y a pas ceux qui sont fatigants des deux côtés du dos, en fait. Il y en a une qui monte le long de la colonne, puis Mmh. rendu en haut, on split en Y. Voilà, c'est ça. OK. Et donc l'intérêt, c'est que ça donne un harnais qui est relativement facile à enfiler, qui ressemble un peu à un harnais en H, mais qui a quand même, ce qu'on a vu dans nos résultats après, ça a un petit peu plus de mobilité. Donc c'est mieux pour les mouvements, ça restreint un Exact. petit peu moins. C'est ça. C'est parce que, Mmh. tu sais, normalement, les harnais qu'on utilise souvent, Ouais, c'est sûr que c'est justement H. ouais. Donc, c'est ça quand on bouge. Mmh. Mais au niveau de la suspension, puis juste une sangle dans le milieu du dos, est-ce aussi solide que deux Ça, ou. c'était, aussi solide, ouais. OK. Puis, bah, il y en a une pour une partie du dos, mais il y a quand même, tu sais, une sangle à chaque épaule en Ouais, ouais, haut. exact. Puis, en suspension, oui, c'était un peu mieux que le harnais en H. C'était comparable au harnais en X. Donc pas aussi bien que le harnais en Y, mais c'était quand même assez prometteur, comme OK. résultat. Puis la différence entre les 2 prototypes, c'est que sur un des 2, sur la face avant, on a mis des anneaux métalliques. L'idée, c'était que, ça augmente encore la mobilité, lorsqu'on se penche sur le côté. Puis ce qu'on a vu dans nos essais, c'est que oui, ça l'améliore un peu la mobilité, mais par contre les anneaux métalliques sont pas bons du tout, en Mais suspension. qu'est-ce que tu veux dire des anneaux métalliques? Ben, Pour rattacher les autres sangles en avant ouais, ou? c'est OK, ça. En OK. fait, c'est cousu là, tu peux pas le découdre, OK. mais disons que ta sangle, Du milieu? du milieu ici, puis juste au-dessus, tu as des anneaux. OK. Donc quand tu vas te pencher sur le côté, ça va Ça pivoter. bouge. Fait que comme Voilà, la sangle est capable de c'est ça. tourner alentour de l'anneau. C'est ça, OK. donc quand tu te penches sur le bord, ben, c'est un peu mieux. OK. Mais, la présence de l'anneau en suspension, des anneaux en suspension, c'est vraiment pas agréable. Ouais, parce que là, ils doivent te remonter dans le cou de même, en même Il temps? remonte, ouais, Ouais. puis c'est une Ça pièce qui est dure aussi par rapport à une sangle, donc ça doit être dur, là, de faire ouais. quelque chose qui peut répondre à toutes les ça doit être l'enfer Mmh. parce que dans le fond, à un moment donné, tu peux pas ça peut pas être parfait pour tout type de situation. Non. Hem, puis en fait, vous avez bon, là, tu me parles de prototypes d'harnais. Mmh. Allons-nous voir un moment donné ces prototypes-là sur le marché? Allons voir ça sur les chantiers ou comment que ça fonctionne? Alors ça, c'est en dehors des mains de l'IRSST, c'est en fait dans la cour du manufacturier. Heu, Notre accord avec lui, c'est qu'il nous aidait pour le développement des prototypes, puis qu'il mettait aucune limite sur ce qu'on était capable de publier. OK. Puis nous, on a sorti notre rapport de recherche, des articles scientifiques aussi. On diffuse l'information, mais après, c'est aux manufacturiers de se servir de ça, puis eux d'aller proposer des modèles. Ouais. Donc, Fait que voilà. c'est Chemin. puis qui est intéressé de s'impliquer à la base, en Ouais, ouais, fait, là. c'est OK. ça. Donc, au niveau des harnais, après ça, justement, les prototypes sont faits, la recherche, vous mettez en ligne, justement, sûrement le compte-rendu plus les prototypes. Est-ce qu'on a accès, justement, à aller voir ce type de prototypes-là? Ben, tout est en photo OK. dans le Le rapport. rapport? Donc, les gens peuvent prendre ça, puis essayer de le développer. Ça ne s'adresse pas juste aux manufacturiers Non, partenaires, exact. mais à notre manufacturier pour dire: «Ah, bah, tiens, j'aime bien Quelqu'un peut cette idée», avoir une puis idée avec ce ouais, prototype-là ou c'est ça, ce. puis développer. Donc c'était un petit peu, l'idée derrière tout ça, là. Puis, donc là, on a fait ligne de vie, Harnais, harnais, puis là, en chute en hauteur, après ça, on passe à garde-corps. garde-corps. Et en fait, on prend les choses un petit peu à On l'a fait l'envers. à l'envers parce que normalement, quand Normalement, tu fais c'est, garde-corps, travailler au ouais, ouais, sol, puis exact. après protection collective, les garde-corps, puis en dernier recours, la protection individuelle. Mais donc garde-corps,
Ça, c'est une problématique, qui existe depuis longtemps. Mhm. Puis, mon collègue André Lannes, bah, que je salue s'il écoute, ce Bonjour, podcast, Henri. avait fait une recherche, au début des années, fin des années 2000, début des années 2010 et il s'intéressait, à des garde-corps métalliques installés sur des parapets. Puis donc la question c'était, est-ce que le parapet est capable de tenir là? Ouais. Puis, donc il avait fait des essais de laboratoire à l'École polytechnique de Montréal, là encore eux, là, ils ont un beau labo donc on essaye de travailler avec eux. Ça doit être un méchant beau labo. Et donc c'était des toits comme c'était des essais de laboratoire, c'était des parapets neufs. Pareil, c'était une entreprise partenaire qui était venue pour construire les parapets, comme ils faisaient d'habitude et cetera. Donc on était dans les conditions, idéales, je dirais. Et donc, il restait la question: comment vont se comporter, des garde-corps métalliques installés sur des toitures réelles? Donc on voulait faire des essais, Ouais. plus, de terrain. Et puis il y avait aussi une autre question qui n'avait pas été abordée, c'était, comment ça fonctionne un Un garde-corps garde-corps, ben c'est ça. en bois? En bois, OK. Fait que, mais, tu sais, comme là, tu sais, on parlait des harnais tantôt, on parlait que les chutes en. Mais, tu sais, comme les garde-corps, c'est une des plus grandes raisons qui mènent à une chute. Ce serait pas censé. Non, Ça non, se mais c'est ça, mais justement, mais est-ce que c'est une des raisons du pourquoi Ah, que c'est la vous avez question. sauté sur les garde-corps? Tu sais, comme pourquoi cibler les garde-corps, Pourquoi en cibler fait, les garde-corps? OK. Bah, en fait, oui, il y a des cas malheureusement où des garde-corps ont été, mal mal installés? installés et donc c'est une fausse sécurité. OK. Donc il y avait cet enjeu-là et puis, en fait, c'est aussi, une idée qui m'est venue en me baladant dans Montréal où je voyais beaucoup de constructions résidentielles Ah ouais, avec hi, hein, des c'est comme garde-corps en bois et puis quand je regardais, comment c'était installé là, genre avec, avec 2 2 clous, clous. voilà, Tout. je fais: «Ouf!» That's it. J'ai un petit doute et donc la question derrière ça, c'était ben, dire que ça tient pas parce qu'il y a juste 2 clous, OK, c'est pas trop compliqué, mais l'entrepreneur après il va me vis ou quel type de clou, à quel endroit? Ben, tu sais, entre toi puis moi, même si tu mets 75 vis, il m'a passé à travers quand même le garde-corps, non? Non. Non? Non, Ah, non, ça tient. bon, tu vois? C'est Un bah, garde-corps en 2 par 4 ça peut ça peut sauver une vie? oui, Ah ouais? ah oui, Bon. si c'est bien Mais installé, oui. c'est ça, si c'est bien installé. Fait que là, dans le fond, on parle de garde-corps. Fait que là, tu vois ça, tu te dis, bon, ben, je pense que ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à étudier parce que tu vois des Mmh. trucs qui sont vraiment brouillons. Euh, y avait-tu déjà des études qui ont été faites sur ça ou? Alors j'ai cherché un petit peu, comme toujours avant de démarrer une Ouais. recherche, on regarde ce qui a été publié. La seule étude que j'ai trouvée sur les garde-corps en bois, c'était des essais qui ont été faits par, Isha en Ontario. C'est un peu l'équivalent de l'ASP Construction. Fait qu'il y en a pas beaucoup, là. Il y en a Non, il n'y en pas. avait pas beaucoup. OK. Puis eux, c'était vraiment, tu sais, les garde-corps en bois, mais qui sont comme préfabriqués, qu'on voit beaucoup OK, sur du les, préfab. tu sais, sur les dalles de, quand tu fais un immeuble très haut, là, en structure en béton, puis tout le pourtour des planchers, tu as le même garde-corps en bois OK. typique, là, avec Ouais. un gousset en triangle à la base. Donc eux, c'est là-dessus qu'ils avaient fait leur étude. OK. C'est d'ailleurs super intéressant à lire parce qu'ils étudient quel type de renforcement il faut mettre à l'embase du garde-corps en bois pour que ça tienne. Puis OK. quel clou et quel Ouais, type de exact. plywood et dans quel C'est sens, quand même etc. intense, hein? Et puis on se rend compte qu'il y en a pas tant que ça qui arrivent à la bonne résistance. Ah ouais? Donc ce serait bien OK. de regarder, ce Fait que document. tout le monde, à Oui. la maison, c'est quand même important de prendre en conscience que Mmh. tu peux pas mettre n'importe quoi comme garde-corps, là, c'est important. Voilà et donc comme eux, ils avaient fait ça, on s'est, attaqué à garde-corps installés sur des murs préfabriqués. Ce que j'avais pu observer, j'avais plusieurs photos de chantier à Montréal, juste en me baladant et puis des garde-corps qui sont installés sur des solives ajourées. Donc ça, c'était typiquement, dans des petits immeubles à condos, puis il y a un balcon qui dépasse, donc c'est une solive ajourée qui dépasse, et qui sert à faire le balcon et puis, sur les chantiers, on voyait qu'il y avait le 2 par 4 qui était cloué, à l'extrémité directement sur les Donc c'est ça, solives. ça c'est comme les bouts en béton qu'on voit qui sortent, mettons, de où que Ouais, la. c'était en bois là, Ouais, mais, exact. c'est l'idée, ouais. OK. Et donc on a reproduit ça en laboratoire, OK. c'est-à-dire qu'on s'est fait livrer, des solives ajourées de plusieurs dimensions différentes et puis on a fait à peu près 250 essais jusqu'à la rupture sur, des solives et une centaine sur les murs préfabriqués OK. et donc là on a testé, avec des clous qu'on met, des clous vrillés qu'on met, au marteau, à la main, des cloueuses pneumatiques avec des clous lisses, des clous annelés. Ensuite on avait, des vis à bois, des tire-fonds.
Puis comment qu'on teste ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui part à courir puis qui saute dedans? Non, mais Ah, bonne question. en même temps, tu sais, comme, encore une fois, comment qu'on teste ça? Un garde-corps, y a quelqu'un qui fonce dedans puis qui essaie de le défoncer ou? Comme les harnais, on a essayé avec des stagiaires, mais après le premier, ça Il y en marchait a plus. trop qui ont tombé. Mais sans blague, non, en fait, fixe à ce qui est exigé par le code de sécurité pour les travaux de construction. OK. Donc ça demande d'avoir une résistance de 900 newtons horizontale, 450 newtons verticale. Donc en gros, ça fait 900 newtons, c'est 90 kilos, donc à peu près 200 livres horizontales et une centaine de livres verticales. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un poids vertical de 100 livres et ensuite on va tirer avec une poulie et un câble sur le garde-corps pour mettre une force horizontale. Et là, on mesure avec une cellule de charge la force jusqu'à qu'on casse le garde-corps. OK, parce que c'est ça, parce que là, on doit mesurer juste si quelqu'un s'accote dessus, si ça va péter, ou si quelqu'un tombe puis, mettons, s'échappe par en avant puis fonce dans le garde-corps. Fait que ça doit pas être les mêmes. C'est la même résistance qui est exigée, OK. c'est une résistance statique, c'est ça, c'est à peu près 200 livres horizontales, un petit peu plus. OK. Mais on s'entend que si on s'accote sur un garde-corps, même quelqu'un qui fait 200 livres, ça va pas être 200 livres horizontales. Il peut y avoir une petite composante horizontale, mais il y a quand même le gros du poids qui est dans ses pieds. Qui est au Ok. sol. Donc on s'entend que le 200 livres horizontal, c'est quand même résistant, même pour une personne qui va foncer dans un garde-corps. OK. Mais pour répondre à ta question, mon collègue André, lui, avait fait des tests dynamiques. Donc, c'était le fameux torse en bois, celui qui sert pour les harnais. OK. Il avait mis ça sur des rails avec une petite pente et Ah puis ouais. ça venait percuter le garde-corps. Ah, Mais c'est pas tout à fait réaliste parce que le torse en bois, il est très rigide. Donc, l'impact sur la lisse supérieure du garde-corps, va être beaucoup plus fort que si c'est un humain. Parce que si c'est toi ou moi qui c'est tout tombons, gros. ben voilà. OK. Surtout au niveau des abdominaux, Des abdos, hein. ça va pas être un os qui va être dur. Ouais. Donc voilà. OK. Donc là, dans le fond, vous testez ça en labo. Ouais. Puis, fait que là, vous avez personne. Là, dans le fond, c'est le torse en bois. Vous faites les tests. Qu'est-ce que vous avez sorti de ces tests-là, en fait, de cette recherche-là? Alors, ce qu'on a sorti de là, c'est que utiliser, d'abord, plus la solive est petite, plus c'est difficile d'atteindre la résistance exigée par le code. OK. On s'entend que quand Ah. c'est plus haut, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on a sorti d'autre? Les clous, c'est pas vraiment conseillé, hein. Les clous, non? Non, parce que. Ça tient Ouais. pas, ça tient pas bien là. Il faudrait vraiment y aller avec des vis à bois. On utilisait des vis de 4 pouces de long, des vis OK, à quand même. bois. Ouais, mais avec la visseuse, finalement, c'est pas beaucoup plus long que d'utiliser un gun à clous. Donc, et puis ça te fait vraiment bien. Les tire-fends, ça marche bien, mais c'est compliqué parce qu'il faut faire un pré-trou avec une perceuse. Après, il faut mettre le tire-fend. Donc moi, je conseillerais pas ça. Là, c'est du trouble et on va pas chercher beaucoup plus de résistance qu'avec des vis à bois. OK. Et par contre, ce qui est un bon élément pour renforcer, c'est d'utiliser une petite équerre. On utilisait une petite équerre, vraiment 4 pouces sur 4 pouces en métallique qu'on met à la connexion entre la solive et le montant du garde-corps et puis ça aide beaucoup à augmenter la résistance. Puis ça, dans le fond, avez-vous vu des changements? Tu sais, mettons, là, si on parle de toutes les recherches qu'on vient de discuter, de tout Mmh. ce que vous faites, tu avais fait dans le passé, qu'est-ce que vous faites présentement, que vous allez faire vous allez faire dans le futur. Je sais qu'on parlait que justement ces comptes rendus-là ou ces rapports de recherche-là se sont mis en ligne. Mais est-ce que tu es capable, concrètement, est-ce que tu as vu des avancements avec les recherches que vous avez faites? Est-ce que tu vois des résultats? Est-ce que tu vois des changements? Tu sais, est-ce que vous êtes capable de déterminer que les recherches que vous avez faites ont donné quelque chose, en fait? Alors oui, mais ça prend du temps. Ouais. C'est-à-dire qu'entre le moment où, l'étude sur les garde-corps est finie, puis le moment où on va avoir les impacts sur les chantiers, il va s'écouler sans doute plusieurs années. Ouais. Ça va probablement nécessiter soit des mises à jour au niveau des règlements ou des guides de sensibilisation qui peuvent être publiés par, la CNESST. Si je veux donner des exemples concrets de recherches qui ont été faites à l'IRSST ou plus Ouais. généralement au Canada, je vais prendre un exemple, c'est pour, les laveurs de vitres. Eux, ils utilisent, des cordes d'assurance verticales, donc une ligne de vie, verticale et puis ils ont un coulisseau, qu'ils font circuler sur la corde, auquel, ils sont rattachés via leur longe, via un Ouais. harnais. Ce qui a été remarqué à la fin des années 90, c'est qu'il y avait plusieurs cas d'accidents où, la nacelle était tombée, la personne utilisait son harnais, son coulisseau, sauf qu'en fait, elle avait le coulisseau dans la main et lorsqu'elle a chuté, avec, la panique, elle a serré le coulisseau et donc ça a empêché le système de bloquer. OK. Fait qu'il est Donc, comme loussé. ben, c'est ça, la personne s'est retrouvée au sol avec le coulisseau dans la Oh main, boy. décédée la OK. plupart du temps et ça a conduit, CSA, donc l'association Ouais. canadienne de normalisation
et ça a été la toute première norme au monde, je pense, à faire, un test, on appelle anti-panic grab. OK. Donc, où on va serrer le coulisseau comme si c'était quelqu'un, qui paniquait qui le serrait, puis ça doit quand même bloquer. Donc ça a OK. été une exigence dans la norme à partir de la version 98 ou 2002, je pense, j'y vais de mémoire, vous vérifierez. Et donc depuis, tous les coulisseaux qui sont mis sur le marché n'ont plus ce défaut. Donc ça, c'est un exemple de recherche qui a été fait, dans ce cas-ci un petit peu plus par les manufacturiers, mais qui en des retombées pratiques. Donc, ils ont affecté les normalisations, dans le fond, Oui, sur la c'est santé et ça. sécurité. OK. Et moi, je participe au comité de normalisation Ben, c'est CSA Z259. Je suis OK. actif depuis 2014 sur ce comité. Mon collègue André Lannes a été actif pendant une vingtaine d'années dessus. Et donc, en fait, nous, on nourrit ce comité avec les résultats de nos travaux de recherche. Et quand ça peut donner lieu à des améliorations, ben, ça peut être intégré ensuite dans les normes et ça devient obligatoire pour tous les manufacturiers qui mettent leurs produits en marché au Canada. Et donc, ça rend les produits qui sont utilisés sur les chantiers plus sécuritaires. Donc, dans le fond, vous essayez, comme qu'on parle depuis un peu du début, Mhm. de donner un résultat à ces recherches-là, en fait. Mais est-ce que tu peux nous donner une brève description du comité de normalisation, en fait? C'est au Québec ou c'est au Canada? Alors, c'est au Canada et il y a plusieurs types de personnes qui participent. Donc, il y a OK. 4 types de représentants. Il y a les représentants des manufacturiers, donc on va retrouver les gros joueurs de l'industrie des équipements de protection. Les comités, c'est les gros utilisateurs. Donc, il y a par exemple des représentants d'Hydro-Québec, de Ontario Ah, OK. Hydro, ce genre de choses. Ensuite, il y a des représentants des organismes de régulation, donc de la CNESST par exemple, de euh, WorkSafe BC, tous les équivalents dans les différentes provinces. OK. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle General Interest. Donc ça, c'est plus la catégorie où vont se retrouver les gens comme moi qui sont issus du monde académique ou je pense qu'il y a des gens aussi qui sont plus dans les équipements sportifs, mais qui pourraient avoir envie de développer plus tard des OK. harnais à vocation professionnelle. Et donc tout ce monde-là se met ensemble, on se rencontre 2 à 3 fois par année et on fait avancer une quinzaine de normes en parallèle. Donc il y a une norme pour les harnais, c'est la Z259.10. Il y a une norme Ouais. pour les enrouleurs-dérouleurs, la .2.2. Il y a une norme pour les ancrages de toiture, la .15, et ainsi de suite. OK. Et moi là-dedans, je suis le président de la norme Z259.2.2 sur les enrouleurs-dérouleurs. OK. Et tu parlais d'autres avancées. Euh, il y a quelques années, donc depuis la version 2015, on a ajouté ce qu'on appelle des enrouleurs-dérouleurs de type leading edge. OK. Parce qu'il y avait eu plusieurs accidents où les enrouleurs-dérouleurs étaient utilisés au-dessus d'une arête. Donc typiquement, tu es sur le toit du bâtiment, puis tu tombes sur le côté, puis le câble va frotter, et puis ça sectionnait le C'est câble. sectionnel. OK. Donc, on a introduit un test dans la norme. Tous les enrouleurs-dérouleurs ne sont pas obligés de le suivre, mais ceux qui veulent être leading edge vont devoir passer un test spécifique pour vérifier que le câble va résister à ce type de contrainte. OK. Donc, on peut dire que, tu sais, comme moi, comme je te disais, travail, est-ce qu'il y a des comparables à travers le Canada? Est-ce que chaque province a ses instituts de recherche ou comment que ça fonctionne? On On est est-tu une. unique. On est On est unique au unique? Canada. OK. On est le seul institut de recherche. Donc, il y a un petit peu de recherche qui est financée dans d'autres provinces. Par exemple, en Ontario, ils ont le Institute for Work and Health. Et donc, eux, ils financent de la recherche académique sur la SST, mais ils n'ont pas de chercheurs à l'interne. WorkSafe BC en Colombie-Britannique, c'est un peu le même principe. OK. Mais l'IRSST est vraiment unique au Canada. Et c'est une grande richesse parce que nos travaux sont aussi utilisés dans d'autres provinces quand on publie en anglais. Et surtout, on va mobiliser, en fait, si on regarde avant la création de l'IRSST, puis là, on est 44 ans après sa création. OK, ça fait Ça 44 fait depuis ans. OK, OK. 1980, ouais. OK. Et au début, il y avait très peu de recherches qui se faisaient en SST. Et avec la création de l'IRSST, ben, il y a des chercheurs en interne qui ont commencé à en faire, mais qui sont allés aussi chercher des collègues dans le monde académique, leur tirer la manche en disant hey, moi, je lance un projet de recherche sur tel sujet, mais j'ai besoin de tes compétences, mettons, en modélisation aux éléments OK. finis. Et donc, après, c'est les chercheurs qui deviennent intéressés à ce sujet, comme on offre aussi du financement pour le monde académique.
ça donne lieu à beaucoup de projets et en fait, on essaime petit à petit. Puis, si on parle, mettons, des acteurs dans le monde de la construction, est-ce Mmh. que quelqu'un qui nous écoute se dit: «Hey, moi, j'aimerais ça peut-être participer à une recherche», tu sais, est-ce que des opportunités pour un entrepreneur général, un entrepreneur, plus spécialisé ou juste un travailleur dans la construction, est-ce que c'est possible de s'impliquer dans ces recherches-là? Y a-t-il une opportunité à quelque part? Alors souvent, la meilleure porte d'entrée, ça va être via l'ASP construction. OK. Parce que l'ASP va pouvoir faire, un 1 filtre, je dirais, en disant, ben, peut-être, tu sais, ils vont dire: «Ah, ben, on a déjà tel, produit, qu'on a fait avec les RSST qui pourrait répondre à tes besoins», ou alors ils vont dire, «Ah, ben, non, on a peut-être telle autre manière de travailler qui est mieux», ou alors ils vont dire, comme dans le cas des lignes de vie horizontales: «Ah, ben, non, c'est une super idée, puis on va aller, chercher de l'aide auprès de l'IRSST pour, valider ce système». Non, c'est ça. Fait que c'est important, là. Fait que si quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui veut peut-être switcher une procédure ou un Mmh. équipement, puis qui voit quelque chose ou qui aurait une innovation qui serait possible de faire, vous êtes ouvert à justement discuter de ça. Oui. Il y a une opportunité à ce niveau-là. Voilà. Ça ne veut Donc, pas dire qu'on va nécessairement réaliser un projet de recherche sur le sujet, mais on est toujours ouvert aux ouvert à idées. discuter, Et puis, c'est ça. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous accueillir, pour des terrains, pour certaines recherches dans les différents sujets que j'ai mentionnés précédemment là, donc moi je suis plus actif en chute de hauteur maintenant, mais tout ce que je mentionnais sur, machines mobiles, travailleurs piétons, sur les exosquelettes, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. OK? S'il y a de l'intérêt, oui, faites-nous signe. C'est ça, mais est-ce qu'il y a, tu sais, mettons, on se projette un petit peu dans le futur, là, pour l'Institut. Est-ce qu'il y a des focus présentement? Est-ce que vous visez une recherche en particulier? Est-ce qu'il y a un domaine? Est-ce qu'il y a un métier? Est-ce qu'il y a des dangers sur les chantiers sur lesquels vous êtes en mesure ou vous prévoyez travailler dessus? Je pourrais pas répondre à cette question parce que ça va dépendre en fait de ce que mes collègues chercheurs OK. proposent et puis il y a pas juste la proposition, il y a aussi notre conseil scientifique qui lui va se prononcer sur pertinence et priorité du OK. sujet en question et après il y a une évaluation scientifique qui est faite du projet pour dire: «Est-ce que la méthodologie est assez solide pour conduire à des résultats qui sont crédibles ou pas?» OK. OK, mais donc a priori, on est fermé à rien de particulier, mais ça va être un petit peu selon les intérêts de recherche de mes collègues, ce que montrent les statistiques, les rapports Mais d'enquête. admettons, toi, personnellement, est-ce qu'il y a une problématique sur les chantiers? Tu trouves qu'il y aurait peut-être une belle opportunité de faire une recherche? Je pense que sur les harnais, ouais, ça pourrait, Encore les harnais? continuer parce que comme, on en parlait tantôt, on a juste fait la partie laboratoire. OK. Donc la phase, suivante, ce serait d'aller tester des harnais avec des travailleurs qui les porteraient, mettons, pendant, 1 journée, un harnais, puis le lendemain, un autre harnais. Puis OK. pour avoir des entrevues avec eux en fin de journée, puis dire: «Bon, ben, qu'est-ce qui a bien été ou pas bien été avec ce harnais? Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort plus grands?» Mais directement sur le chantier? Ouais. OK. Puis ça, mettons, il y a quelqu'un qui fait comme: «Hey, moi, je suis partant, j'aimerais ça qu'on puisse vous aider, qu'on puisse tester des harnais». Comment que ça fonctionne? On communique directement avec vous ou? En fait, il faudrait communiquer avec le chercheur qui lancerait ce projet. OK. Parce que pour l'instant, je vois pas qui à l'interne chez nous lancerait ce projet de recherche. Il y a peut-être des gens dans le monde académique qui seront intéressés à lancer une étude sur les harnais. OK. Et quand on est intéressé à participer à des recherches de l'IRSST, vous pouvez aller voir sur notre site web, il va y avoir des appels à participants. OK. Donc, pour les différents projets qui sont en cours ou parfois il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées auprès des ASP. J'ai une collègue qui avait fait par exemple, une recherche sur les enseignants, de plus de 45 ans, OK. sur le bien-être au travail et donc, ils étaient passés par les centrales syndicales et puis, pour essayer de recruter des personnes pour participer à l'étude. OK. Donc, en gros, pour conclure le tout, où que tu te vois, mettons, dans les prochaines années, où tu penses que l'Institut de recherche va? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Est-ce que le milieu est en train de changer? Est-ce que tu vois une amélioration au niveau de la santé et sécurité aussi? Là, tu sais, je veux dire, vous faites des recherches là-dedans, mais Mmh. est-ce que tu vois un changement? Tu sais, je sais que je t'ai posé la question souvent, mais chaque recherche doit avoir un poids quelque part. Mais Mmh. toi, mettons, avec toutes tes années d'expérience avec l'Institut de recherche, est-ce que tu as vu un changement dans la santé et sécurité? Est-ce que tu vois qu'il y a plus d'opportunités pour développer, innover, insérer des technologies pour améliorer la santé et sécurité sur les chantiers? Je pense que oui, il y a de belles opportunités. Puis oui, je vois du changement. Comme on en parlait, c'était notamment via les normes. Il y a des nouveaux matériels qui arrivent pour se protéger sur les chantiers, qui Ouais. sont plus performants que ce qui existait auparavant. Si on repense à 20 ans, 25 ans, il y a encore des gens qui travaillaient avec une ceinture au lieu d'un harnais.
On s'entend que pour arrêter une chute, c'est pas C'est idéal. vrai. Une ceinture, imagine. Ouais, puis c'était il y a pas si longtemps, donc oui, on va dans le bon sens. Je pense qu'il y a une sensibilité aussi, beaucoup plus forte du milieu de la construction pour, la santé-sécurité. Il y a eu plusieurs accidents dans les derniers mois. On voit les coupures de presse qui sortent et puis je pense qu'il y a vraiment une sensibilité à la fois des travailleurs et des Qui est en employeurs. train de changer. Donc je pense que oui, on va dans le bon sens. Il y a eu des changements à la loi aussi maintenant. On doit se munir de plans de prévention. Donc Exact. Ouais. ça aussi, on s'attend à ce que ça ait des retombées. Donc c'est sûr que quand on fait une recherche, on aimerait que les résultats, le lendemain de la publication du Ouais, que rapport, les ça gens commencent à boum, l'utiliser, ça mais ouais. non, ça prend du temps. Bon, ben super. Hey, pour les gens qui nous ont écoutés, mettons pour l'Institut de recherche, toi personnellement, où qu'on peut vous suivre, où qu'on peut avoir de l'information, où qu'on peut aller voir les rapports de recherche, où qu'on peut retrouver tout ça. Alors, ça va être sur notre site web irSST.qc.ca. Comme je mentionnais, n'hésitez pas à parcourir le site web. Tout ce qu'on produit est complètement gratuit. Il y a de nombreux travaux qui touchent le milieu de la construction. J'en avais parlé un petit peu au début, mais j'avais parlé de l'amiante, mais il y a aussi par exemple des travaux sur la poussière de silice et de différents minéraux. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus. J'ai des collègues qui travaillent sur les espaces clos. On a un outil par exemple sur les espaces clos qui permet de se créer un compte et puis on va dire ben, j'ai un espace clos dans mon milieu de travail, comment je fais pour y rentrer, et puis OK? après on peut s'exporter la fiche et aller sur le chantier avec ça. Il y a l'exposition au bruit, l'exposition aux vibrations, je n'avais pas parlé, mais j'ai OK? un collègue qui travaille sur les vibrations main-bras, donc notamment quand on utilise des guns à clous. Donc, Ah, parce que, sur ouais, le corps humain et tout? ouais, OK? exactement, ou également les vibrations corps entier. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui passerait sa journée dans un camion de chantier, ben, à avoir une température corporelle OK. trop élevée. Donc, tu risques le coup de chaleur. Il va falloir peut-être prendre une pause ou aller te mettre à l'ombre. On a des gens qui travaillent sur la protection des mains. On a un utilitaire sur notre site web qui s'appelle la boîte à gants. Ça aide à choisir des gants de protection. Super. Bon Mhm. branding. On a des gens qui travaillent sur les chutes de même niveau, donc des tests de glissance pour les bottes, OK? donc pour les bottes à cap d'acier, comme le nom de ce podcast. On a également des gens qui travaillent sur l'exposition à différents agents chimiques, donc peinture au plomb, isocyanate, le radon aussi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à parcourir le site web. Il y a plein, plein, plein d'éléments qui pourraient être pertinents pour vous. Super. Monsieur Galli, merci beaucoup de la participation. Avec plaisir. Bonne soirée, guys. À la prochaine. Bye bye. Bye.